BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget avec qui nous reviendrons sur le 100e anniversaire de l'invasion de la Roure. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique, où Jean-Marc a son fan club absolu d'économistes qui viennent se pâmer devant ses analyses et ses comptes rendus de livres. N'exagérons rien, mais enfin, j'assure. Voilà, il assure, Jean-Marc, comme vous assurez la librairie de l'écho. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, Le mythe de l'entrepreneur par Anthony Galuzzo. C'est aux éditions Zone. Oui, alors on a cette image de l'entrepreneur, du grand entrepreneur, celui qui réussit comme un individu. Hein. C'est lui tout seul qui est prophétique, qui est disruptif, qui est ingénieur. C'est Steve Jobs qui est en couverture d'ailleurs. Voilà, c'est Steve Jobs qui est en couverture et qui occupe toute la première partie du livre. Et ce que l'auteur veut faire, c'est un peu dénoncer ce mythe de l'entrepreneuriat, ce mythe de l'entrepreneur individuel. Et d'ailleurs, les entrepreneurs eux-mêmes, avec leur storytelling, nourrissent ce mythe. Alors, il dit, regardez, par exemple, on nous dit Steve Jobs, le gars qui démarre tout seul. Dans son garage. Dans son garage. Bon, déjà, quand on a un tout petit peu Apple, on sait qu'ils sont deux Steve. Hein, Steve Jobs et Steve Wozniak, déjà. Bon, ils sont deux, pas tout seuls. Leurs parents sont déjà dans la tech, dans l'informatique, ils ont une culture, ils ont un patrimoine culturel, familial, qui est déjà dans la technique. Derrière, Wozniak, en fait, il travaille chez HP et le soir, il travaille sur son petit projet en utilisant toute l'infrastructure de HP. Puis, il y a une sorte de groupe de fanats de l'informatique. Il vient présenter ce qui va devenir le premier Apple et c'est de la discussion collective que tout ça va s'améliorer et va devenir le premier. Mais même quand ils ont leur premier ordinateur, ils n'ont rien du tout. Et ils trouvent un gars dont on n'entend absolument jamais parler, qui est un financier, qui est un gars qui va jouer un rôle clé dans beaucoup de startups qui vont devenir très importantes, financières ou pas, dans la Silicon Valley, qui est Mike Markula, qui va apporter tous les financements, la structuration de l'entreprise pour en faire vraiment quelque chose qui va pouvoir devenir Apple. On invisibilise beaucoup des raisons du succès. Le patrimoine familial, les financiers, l'État, ils sont en pleine période de commandes publiques, les brevets, toute la technologie qu'ils vont pouvoir, une partie de la technologie qu'ils vont pouvoir utiliser vient de la commande publique étatique. Bill Gates avait dit à un moment donné, je suis né à la bonne période, vous me mettez en plein milieu de l'Afrique, j'aurais rien fait. Ils sont tous nés, tous ces grands entrepreneurs, un peu après les années 50, qui est la super période en fait pour être un entrepreneur dans la tech. Les ouvriers complètement invisibilisés. N'oublions pas les camps de travail de Foxconn qui contribuent aussi au succès d'Apple. Bref, toute la première partie du livre essaie de rendre visibles toutes les parties invisibles qui sont liées autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est nouveau? Non, nous dit l'auteur. Regardez, à la fin du 19e, en fait, c'est au moment de Darwin que le capitalisme américain commence à construire ce mythe de l'entrepreneur en disant l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui, dans la jungle capitaliste, est le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, etc. Dès la fin du 19e, dès le début 20e, il y a les fameux muckrakers. On a parlé d'Ida Tarbell et de Rockefeller il y a quelques temps avec Jean-Marc. Ces journalistes d'investigation qui vont montrer qu'il y a la politique d'accaparement, qu'il y a de la politique de sabotage des concurrents, la sabotage de l'État. C'est comme ça aussi qu'ils vont réussir, jusqu'à la fameuse expression de baron voleur. Enfin, l'auteur à la fin nous dit, est-ce que c'est typique d'une économie libérale, le fait de glorifier ces entrepreneurs? Il dit, pas du tout. Même dans les périodes non libérales, on glorifie les entrepreneurs, c'est juste que les gens aiment bien glorifier les grands hommes de la politique, du business, de la chanson. Peut-être bâtir une légende et puis un peu de mégalomanie aussi, à part de la part d'eux-mêmes qui nourrissent le storytelling. Donc voilà, on décrypte un peu ce mythe de l'entrepreneur. Je trouvais c'est très fluide, très bien écrit. Je trouvais le bouquin passionnant. Jean-Marc Daniel. Oui, le bouquin a beaucoup d'intérêt et puis il y a des éléments qui m'ont un peu agacé. Alors, la partie que décrit Christian, qui est la partie du début, les deux premiers chapitres sur Steve Jobs, cette partie-là est vraiment passionnante. Et en plus, effectivement, Steve Jobs, c'est même pas l'ingénieur du couple, c'est lui, c'est le commercial. Et il montre bien le film avec Ridley Scott sur 1984, enfin toute la communication, la stratégie de communication, et surtout, alors c'est plutôt adressé à votre profession, la complicité comme idiot utile des journalistes qui se laissent totalement impressionner par tous ces gens. Et il dit, et alors effectivement, il dit Napoléon Bonaparte, c'était la même chose. Il y avait un art du communiquer après la victoire, donc tout ça. Et il va même un peu plus loin. Il dit alors il parle pas de destruction
destruction créatrice, il parle de création destructrice, pour traduire l'expression de Schumpeter. Et il dit, en fait, toutes ces théories qui ont magnifié ces entrepreneurs sont des théories qui sont dans l'air du temps depuis la fin du 19e siècle, qui correspondent assez bien à la philosophie allemande, notamment aux travaux de Sombart, qui était un économiste et un sociologue de référence. Et il dit, en fait, Schumpeter a assez peu apporté de choses. Même lui, à côté imposteur, c'est la grande force de Schumpeter, c'est d'avoir traduit en anglais. Et donc, il était professeur à Harvard, et il a apporté à Harvard des théories qui étaient en Allemagne, mais toutes ces théories était dans une ambiance intellectuelle qui dominait l'Allemagne. C'était son côté journaliste aussi. Oui, un peu, oui. Bon. Mais alors après, bon, donc la partie historique, on recroise Rockefeller, comme l'a dit Christian. Bon, donc on commence à savoir sur Rockefeller. Hein. On pourrait faire tous les deux une thèse sur Rockefeller. On commence à connaître le personnage. C'est le riche parmi les riches. Oui, absolument. C'est la grande fortune de toutes les grandes fortunes. Oui, absolument. Puis, il y a Carnegie aussi, avec des citations de Carnegie. Il y a Franklin, Benjamin Franklin prend sa paire de claques au passage. Mais ce que j'ai trouvé un peu désagréable, c'est le côté un peu post-sociologie de Bourdieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite, on est prédéterminé, vous réussissez jamais que parce que vous êtes bien né, parce que vous êtes là au bon moment, parce que il y a quand même des gens qui, à un moment donné, alors Steve Jobs, c'était pas un ingénieur, c'était un opportuniste, mais enfin, il a quand même eu une forme de génie. Une forme de génie. Et donc, la contestation... alors, c'est assez américain, ça. Lui, il dit, effectivement, finalement, Schumpeter, c'était jamais que des idées à la mode en Allemagne. Bon, là, c'est un peu des idées à la mode aux États-Unis. Maintenant, on n'a plus de mérite. La méritocratie, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Ça m'a un peu agacé. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel, le nouveau livre de François Mickey-Marty aux éditions de l'Aube. Ça s'appelle « Les nouvelles fractures de l'humanité ». Oui, alors c'est un livre ambitieux, érudit, et alors on disait que le livre précédent était passionnant. Lui, il est vraiment passionnant. Alors c'est un livre très, très bien construit. L'homme en question, donc, c'est de dire que jusqu'au Moyen-Âge, ce qui était au centre, c'était les dieux, Dieu et tout ça. Et puis à partir de la Renaissance, on commence à voir apparaître une sorte de théorie de l'homme, de vision de l'homme, de constitution d'une société autour de la notion d'homme. Donc il dit bien d'ailleurs que dans son livre, il a utilisé homme en tant qu'être humain avec une majuscule et homme en tant qu'opposition à la femme avec une minuscule. Et donc il dit, donc il y a eu la Renaissance, il y a eu les Lumières, il y a eu l'arrivée avec la révolution industrielle de l'Homo economicus, et maintenant la révolution technologique va faire apparaître une nouvelle vision de l'homme. Et donc on rentre dans le transhumanisme, c'est-à-dire la Renaissance, les Lumières, c'était l'humanisme, et là maintenant on est dans le transhumanisme. Alors il y a tout un tas de considérations sur l'homme augmenté, et alors il dit ça va générer de nouveaux conflits, deux types de conflits. D'abord, l'homme technologique, l'homme tech, comme il dit, va avoir l'homotech qui remplace l'homo economicus, va avoir des rivaux, des concurrents. Il identifie 6 personnages, 6 types d'hommes qui vont être ses rivaux. Et puis ça va faire des conflits géographiques. Il y a le lieu par excellence de l'homotech, qui est la Californie, et le lieu par excellence de l'opposition qui va être la jeunesse africaine. Et donc il dit, il y a une espèce de conflit potentiel qui va se développer. Donc l'homotech a vocation à s'imposer, simplement il va se heurter, pour des raisons géographiques et des raisons de structure sociale, à tout un tas d'oppositions. Donc l'enjeu, c'est de donner à l'homotech une légitimité suffisamment grande pour qu'il ne devienne pas soit le perdant de l'histoire, soit le monstre de l'histoire. Donc il y a une analyse assez fine. Évidemment, il n'y a pas de conclusion pratique très, très immédiate, mais c'est une vision que j'ai trouvée assez originale, même si le transhumanisme, alors il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, donc il n'est pas forcément non plus dans une originalité totale, mais il y a une forte originalité malgré tout dans l'approche du problème. Christian Chavagneux. C'est un livre en 3 parties, en fait. Pourquoi on parle du transhumanisme ? Parce que, et pourquoi le transhumanisme fait autant parler de lui ? Parce que c'est la réponse à notre crise existentielle. Et donc, toute la première partie, c'est l'homme est en crise existentielle. Alors, j'avoue que je vais rester diplomate, cette première partie ne m'a pas convaincu, on va dire, pour le dire poliment. Pourquoi ? Parce que cette crise existentielle, elle serait typique de notre période actuelle. Lisez les bouquins de philo, y compris chez les Grecs et les Romains. Lisez le travail de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. La crise existentielle et comment on peut y répondre, c'est multimillénaire. C'est pas spécifique de notre période. Dans notre période, qu'est-ce qui pourrait la nourrir ? Alors d'abord, les sciences humaines. Alors Pierre Bourdieu est devenu Michel Bourdieu. Je pense que l'auteur n'est pas très très familier avec les sociologues et l'ensemble des sciences humaines. Mais pourquoi les sciences humaines sont destructrices et nous créent de l'angoisse, Emmanuel ? C'est parce que la famille, le travail, la religion, tout ça, les sciences humaines,
essaye de les décrypter, de faire voir que derrière ces monuments sociaux, il y a peut-être des rapports de force. Ah ben non, ça c'est pas bien ça. En fait, vous voyez, si vous faites comprendre aux femmes qu'elles sont sous la domination masculine, vous cassez leur domaine de référence, vous leur créez une crise existentielle. Pas du tout. Les sciences humaines, ça sert à l'émancipation des gens. Ça crée pas de la crise existentielle. Donc là, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'auteur. Nous serions aujourd'hui multifacettes. On n'aime pas un personnage, on est multifacette. Mais moi, je me rappelle de Pirandello, Un personne et 100 000, 1926, qui lui explique tous les problèmes que cause le multifacettisme de l'existence humaine. Et j'aurais pu sûrement retrouver plein d'exemples avant. Donc, c'est pas typique d'aujourd'hui non plus. Dernier problème qui nous crée une crise existentielle, nous n'avons pas d'ancrage territorial, nous n'avons pas d'ancrage local. Il faut se balader en France, aller dans le Grand Est. Vous avez une culture de l'Est, aller dans le Nord, les ch'tis, c'est pas qu'un film. Aller chez les Bretons, aller chez les Basques, aller en Charente, aller en Corse. Justement, les populistes aujourd'hui s'appuient sur notre ancrage trop fort nationaliste et à l'intérieur de la nation sur notre ancrage local. Donc ça, cette démonstration-là, elle m'a pas du tout convaincu. La deuxième partie, comme l'a dit Jean-Marc, c'est sur le transhumanisme. Il y a des gens qui disent que c'est bien, des gens qui disent que c'est pas bien. Au moins dans ce chapitre, vous avez le résumé des thèses des uns et des autres. Et comme l'a dit Jean-Marc, à la fin, l'auteur nous dit va y avoir plusieurs types de personnes. Alors c'est marrant parce que dans la première partie, nous sommes multifacettes. Ouais. Mais dans la dernière, nous ne sommes que homo techno ou homo digitaliste ou les gens qui s'occupent de la terre ou les gens qui sont dans la spiritualité ou les gens qui cherchent de l'éducation et de la pensée critique. On est l'un et pas l'autre. Et donc comme on est l'un et pas l'autre, comme il y a plusieurs galaxies, on rentre en conflit. Alors, si on ne peut pas être multifacette, on n'est pas multifacette. Donc voilà, je ne m'y retrouve pas dans le raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans la logique du raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans les démonstrations. Donc, je ne suis pas un grand fan de ce livre, on va dire. Eh ben, on l'a remarqué, oui. C'est dit, c'est clair. Pas mon cas. C'est clair. Allez, on retrouve Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour.